Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Merci toujours de nous retrouver comme chaque mercredi et toute la semaine. Pour ma part, ce serait donc le mercredi et le jeudi. J'aurai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h30. Nous aurons le plaisir également de recevoir plusieurs invités. Nous aurons aussi à retrouver dans un tout petit moment le rendez-vous avec la météo et le flash d'information présenté par Nejma Herrej et aussi l'invité de la matinale. Aujourd'hui, elle recevra donc Monsieur Reda Halim qui est donc le président de l'association algérienne bucco-dentaire. Nous parlerons d'hygiène bucco-dentaire. Mais pas que, puisque nous aurons aussi à développer des thématiques autour de notre patrimoine, à savoir donc travailler sur la toute dernière découverte archéologique ici en Algérie. L'Algérie serait donc le berceau de l'humanité à travers donc les recherches archéologiques. Nous allons tout à l'heure en savoir plus avec le directeur du CNRPH d'Algérie. Et puis nous aurons également à parler de notre patrimoine et surtout du classement des dossiers, de certains dossiers, donc de notre patrimoine immatériel. Donc, qui est l'ELMA? Qui ne connaît pas donc cette recherche donc des Fogara d'Algérie? Les Fogara, c'est toute une institution, un savoir-faire, donc le calcul de la distribution de l'eau. Nous allons en parler avec Monsieur Rachid Bellil tout à l'heure, qui nous parlera de comment monter un dossier pour le présenter à l'UNESCO dans le domaine donc de la préservation de notre patrimoine immatériel. Également, nous allons aussi vous parler de la 9e édition du Festival du film d'Alger. Ça a été donc le cas tout au long de la semaine. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 réalisateurs, 2 documentaires et aussi parler de leurs films documentaires, à savoir Enrico Mattei et la Révolution algérienne et André Gazu qui viendra nous présenter aussi son tout dernier documentaire Pacification en Algérie. Nous allons en parler en détail dans notre émission et nous aurons à voir aussi donc, des images. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Et puis sans plus tarder, nous allons nous enquérir des nouvelles du ciel tout de suite avec Mina Abed. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Elle est en forme. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Très bien. On va vous écouter. Il va faire beau aujourd'hui. Oui. Tranquille, hein? Tranquille. On dirait pas qu'on est en mois de décembre. Du tout. Et pourtant, il faudrait bien qu'il pleuve un petit peu. Mais on aimerait bien. On vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Effectivement, aujourd'hui, le ciel restera dégagé tout au long de la journée, notamment vers l'ouest, le centre. En début de matinée, on entre avec quelques passages nuageux vers la partie est. Et puis, bien sûr, beaucoup de soleil pour le reste de la journée. Sur les régions sahariennes, du soleil, bien sûr. Sur la Saoura, le Nord-Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 22 degrés à Alger, 20 degrés à Annaba, on notera 24 degrés à Oran, 25 à Tlemcen, 18 degrés à Al-Bayad ainsi qu'à Djilfa, 24 degrés à Gardaya, 25 à Bachar, Tindouf, 23 degrés à Hassim Saoud, 21 degrés à Elizi, enfin 30 degrés, ce sera la maximale à Borj Bedi Moukhtar et à Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. On entre un ciel couvert avec des averses à Paris ainsi qu'à Londres, Dublin. Quelques passages nuageux à Marseille, Madrid, Budapest, Athènes ou encore Rome. Côté Mercure, on notera 3 degrés. À Varsovie, 5 degrés à Budapest ainsi qu'à Berlin, 7 degrés à Berne, 17 à Rome ainsi qu'à Marseille, 12 degrés à Paris, 13 degrés à Londres, 11 à Dublin et enfin 16 degrés à Madrid. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, la météo a été donnée donc ce matin par Mina Abed. On la retrouvera à midi et 19h. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. Et puis à tout à l'heure. Voilà, on va retrouver tout de suite le flash d'information présenté par Nejma Herrej. Bonjour Amel, bonjour à tous. Dans l'actualité, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire,
entamé hier une visite officielle de 3 jours à Doha, au Qatar, sur l'invitation du président adjoint du Conseil des ministres, ministre d'État aux affaires de défense qatari, Dr Khaled Ben Mohamed Al-Atiya. Ahmed Gaïd Salah est arrivé hier à Doha dans une visite officielle s'étalant jusqu'au 6 décembre sur invitation du Dr Khaled Ben Mohamed Al-Atiya, président adjoint du Conseil des ministres, ministre d'État aux affaires de défense qatari, où il a été reçu avec les honneurs militaires par le général de corps d'armée Ghanem Ben Shaheen Al-Ghanem, chef d'état-major des forces armées qatari. Ahmed Gaïd Salah a été par la suite reçu par son Altesse le prince du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, à qui il a transmis les salutations du président de la République Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et ses vœux de prospérité et de développement au peuple qatari, tout en soulignant les excellentes relations bilatérales entre l'Algérie et le Qatar. À son tour, le prince du Qatar a valorisé les relations historiques entre les deux pays en exprimant ses salutations au président de la République Abdelaziz Bouteflika, soulignant que cette visite constitue une opportunité pour étudier les voies et moyens de développement des relations de coopération militaire entre les deux armées. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a affirmé hier que l'État a mis en place des dispositifs et des mécanismes pour promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion. L'État algérien a défini les grandes lignes pour la concrétisation de la bonne gouvernance et l'adaptation aux exigences de modernisation et d'ouverture, tout en œuvrant à son ancrage juridique au sein de la Constitution à travers la mise en place de dispositifs et de mécanismes visant la consolidation, ajoute Nordine Bedoui, de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion. Donc le ministre de l'Intérieur a soutenu à l'ouverture des travaux du Forum international sur le renforcement des capacités en gouvernance organisé au CIC à Alger. Donc le ministre a rappelé également que l'Algérie a adopté une vision prospective innovante qui considère l'investissement dans le capital humain comme étant l'épine dorsale de chaque projet de réforme, indiquant que les fondements de ces réformes ont été posés dans les systèmes de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur auxquels le gouvernement accorde un intérêt particulier. Donc cette vision, je disais, a été affirmée à maintes occasions par le président de la République, notamment lors de son dernier message adressé aux participants à l'occasion de la rencontre Wali-gouvernement qui s'est tenue récemment. Donc, et puis, dans l'actualité également, le comité consultatif des gouverneurs de la Banque africaine de développement tiendra sa réunion aujourd'hui à Rome avec la participation du ministre des Finances Abdelrahman Araouia. La réunion de comité dont l'Algérie est membre aura pour objectif d'échanger sur les avancées majeures au sein de la BAD et de présenter des recommandations quant au plan de développement et de financement de cette institution financière. Et le programme spatial national a été au centre des journées portes ouvertes hier à Alger, en présence de la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, organisée par l'Agence spatiale nationale au niveau de la Bibliothèque nationale d'Al-Hamma. La manifestation de 2 jours qui a vu également la participation du ministre de la Culture s'inscrit dans le cadre de la valorisation et de la vulgarisation des réalisations de l'Algérie dans le domaine des technologies, des applications spatiales au service du développement durable. Dans ce cadre, Houda Iman Farhoun a rendu hommage dans une allocution à l'agence qui a réussi à mettre en avant le programme national spatial avec le lancement depuis 2002 de 5 satellites d'observation de la Terre et du dernier en date 11 décembre 2017, Alcomsat 1,
qui est un outil multi-mission ayant pour objectif le renforcement de la souveraineté nationale en matière de télécommunications à travers la mise en place d'un réseau de transmission approprié, performant et sécurisé. Et en marge de cette manifestation scientifique, une photo de la grande mosquée d'Alger prise par le satellite algérien Alsat 2 a été présentée lors de cette rencontre. Par la même occasion, un hommage particulier a été rendu au président de la République Abdelaziz Bouteflika en reconnaissance à ses efforts en faveur du développement du programme satellitaire algérien. Voilà le principal de l'actualité. Tout de suite, l'invité de la matinale. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Reda Alim, donc enseignant universitaire à la faculté de médecine dentaire, maître assistant en orthodontie. Orthodontie, on va y Je arriver. perds mon latin de bon matin, orthodontie, au service ODF de Bnimsous. Vous êtes aussi trésorier de la Société algérienne d'orthodontie, membre du bureau du Conseil de l'Ordre des dentistes d'Alger. Bienvenue, Reda. Merci à vous et merci pour cette invitation. Soyez toujours le bienvenu. Donc, Reda, on s'apprête à organiser le 7e congrès de la Société algérienne d'orthodontie qui se tiendra samedi prochain sous le thème orthodontie contemporaine. Donc, il s'agit d'introduire, de mettre à jour les praticiens quant aux nouvelles spécialités introduites, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, la Société algérienne d'orthodontie, qui existe depuis aujourd'hui 9 ans et qui arrive à sa 7e édition, donc organise cette année un thème qui se veut en fait fédérateur, puisque nous allons sensibiliser sur tout le territoire national, donc tous les chirurgiens dentistes spécialistes en orthodontie ou qui s'intéressent à cette spécialité, à venir nous rejoindre donc le 8 décembre dans un congrès qui sera cette année sous le thème de l'orthodontie contemporaine et toutes les nouvelles technologies. Alors, orthodontie, à ne pas confondre avec la chirurgie dentaire. Alors, nous sommes a priori des chirurgiens dentistes. C'est une spécialité en fait de la chirurgie dentaire qui en fait nécessite le recours, donc le passage par un examen en fait de spécialité, qui est l'examen de résidanat. Et au bout du compte, donc après 4 années de spécialité, les résidents, donc nos étudiants, sont effectivement orthodontistes. Oui, voilà. Donc, spécialement pour cette spécialité, Reda, on a l'impression que c'est le secteur privé qui l'emporte. C'est vrai? Écoutez, tout d'abord, il y a un engouement pour cette spécialité auprès de la population locale et même dans les régions les plus rurales, puisque tous les Algériens aujourd'hui, très sensibles à l'image et à leur apparence, consultent justement dans ce sens. Il est vrai que le secteur public est un tout petit peu dépassé par la charge et par l'insuffisance. Peut-être par le manque de moyens aussi, non? Manque de moyens, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance sur le plan des structures, puisque vous savez très bien qu'il n'existe malheureusement que 10 centres universitaires qui sont des centres formateurs de surcroît et qui reçoivent une grande influence donc, de patients qui en fait s'orientent vers les orthodontistes du secteur public d'abord par rapport au coût du traitement et par la suite vers les libéraux qui nous viennent nous prêter main forte dans cette mission. Et au niveau des hôpitaux, est-ce que tout le matériel est mis à jour? Parce qu'avec les nouvelles technologies, on a l'impression que chaque année, c'est de nouvelles méthodes, c'est de nouvelles formations, donc un nouvel équipement qui suit. Est-ce qu'on est quand même mis à jour dans le secteur public ou un petit peu moins? Alors, c'est déjà une jeune spécialité parce qu'elle n'existe que depuis une 50aine d'années donc en Algérie. Elle a été introduite dans les années 70 et elle a déjà fait donc jusqu'à ce jour une grande évolution. Ensuite, en termes de moyens, effectivement, les CHU et les universités ne peuvent fournir la même qualité de soins que le secteur privé, étant donné le manque de moyens. Mais nous, en qualité d'enseignants justement de l'Université de médecine dentaire, nous devons de nous mettre au diapason et de mettre aussi nos étudiants, une mise à niveau des étudiants quant à toutes ces nouvelles techniques.
Et vu que le secteur privé ne dispose pas de toutes ces nouvelles technologies, quelles sont les conditions de travail? Comment vous arrivez à exercer cette spécialité au niveau des hôpitaux? Écoutez, donc... avec des moyens, on va dire, avec des moyens, on va dire, pas simplistes, mais le minimum. C'est-à-dire que nous essayons... Mais ça va impacter sur la prestation de service, sur les soins? Oui, de toute façon, nous ne pouvons pas en fait mettre au même niveau la prestation de service qui est fournie dans les secteurs publics, faute de moyens, à celle qui est en fait dispensée dans le secteur privé. Mais nous nous attelons à ce que nos patients ressortent de chez nous avec un joli sourire. Et comme j'aime si bien le dire, nous ne sommes pas obligés tous de conduire des voitures de luxe. Nous pouvons aussi conduire une voiture, une citadine toute simple et arriver d'un point A à un point B. Mais il faut savoir que ce n'est pas uniquement l'ODF, c'est pas uniquement l'aspect esthétique et c'est pas moi qui vais le dire. Surtout pas, et j'insiste là-dessus. Ce n'est pas une. C'est vrai que les orthodontistes sont victimes de cette stigmatisation. C'est une spécialité qui touche à l'esthétique, oui, mais ça n'est pas uniquement une spécialité qui a trait à l'apparence et au joli et au beau. Donc c'est une spécialité médicale et comme toutes les blouses blanches, nous nous inscrivons dans le même programme de prévention, d'interception, de prise en charge de malades depuis le plus jeune âge. Et est-ce qu'il y a un âge pour aller consulter un orthodontiste? Bien sûr, donc il y a un minimum donc, qui est de 4 ans, puisque les enfants en fait, qui nous arrivent justement dans les CHU, puisque nous sommes les premiers à voir ces enfants. Donc les enfants consultent dans une première intention dans le public, orientés par les dentistes de l'hygiène scolaire. Et bien sûr, bien évidemment, nous orientons, nous informons, nous sensibilisons les mamans quant aux anomalies que présentent leurs enfants. Alors bien sûr, est-ce qu'il y a un âge limite aussi? Je pense que tant que les dents sont là et que tout l'environnement est propice à un traitement d'orthodontie, rien ne nous empêche de lancer une thérapeutique orthodontique, même chez le 3e âge, donc les personnes du 3e âge. Et quelles sont les principales pratiques dispensées par la spécialité? Alors, c'est une spécialité en fait qui est très vaste et qui peut comporter plusieurs sous-spécialités. Donc, je fais allusion à l'orthodontie précoce, qui commence très très jeune sur des enfants entre 4 et 6 ans. Ensuite, bien évidemment, cette sous-spécialité de l'orthodontie va utiliser des moyens très simples et c'est justement le point fort des secteurs publics parce que nous interceptons et nous faisons de la prévention. Donc nous allons en fait éviter que ces enfants développent des anomalies très importantes à l'âge adulte qui les obligent à avoir recours à des traitements très onéreux par la suite parce que l'orthodontie dans le secteur privé est quand même n'est pas à la portée de tous les Algériens. Ça, il faut quand même le préciser par rapport au coût du traitement. Justement, par rapport au coût au niveau du secteur privé, il est fixé par qui? Alors, donc, il existe une grille tarifaire, bien évidemment, qui devrait, je pense, qui mériterait d'être remise à jour. C'est valable aussi pour la grille de remboursement des médicaments et je pense que la Caisse nationale d'assurance maladie devrait se pencher sur ce plan-là. Parce que les soins ODF ne sont pas pris en charge? Ils ne sont pas pris en charge effectivement par la sécurité sociale au-delà de l'âge de 12 ans. Donc nous avons déjà en CHU une limite d'âge qui est donc de 12 ans et le secteur privé en fait qui vient en secours au secteur public, offre une prestation de service, comme vous le dites, meilleure, mais en contrepartie, le coût est beaucoup plus onéreux. Donc, le prix de l'appareillage d'orthodontie coûte cher par rapport à un ménage, je dirais, une famille algérienne moyenne. Ce qui est cher, en fait, c'est le consommable, et c'est tout le temps que nous passons, orthodontistes, quel que soit le domaine, sur patient et sur notre fauteuil. C'est une spécialité qui est très chronophage. Le traitement est très différent d'un soin dentaire qui peut prendre 24 heures à 48 heures. L'orthodontie peut s'étaler entre 15 mois jusqu'à 24 mois. Donc c'est ce qui explique justement le coût et la cherté des dispositifs mis en bouche. Mais comment ont été étudiés, comment a été fixée cette politique tarifaire? C'est par rapport à quoi? Juste l'appareillage? Alors l'appareillage, donc tout le temps que le praticien réserve à embellir le sourire de son patient et le coût de l'appareillage, puisque l'Algérie importe ces appareillages. Nous n'avons aucune unité de production de ces dispositifs métalliques qu'on pourrait très bien développer en Algérie, bien évidemment. Je salue à l'occasion tous mes confrères de Babzoua, de l'Université de Sciences et Technologies, qui pourraient nous prêter main forte,
tous les métallurgistes. C'est ça en fait qui fait que le prix du traitement d'orthodontie est soumis au fait aux lois de l'importation de ce consommable. Oui, alors Leda, on va revenir sur l'événement qui va se dérouler samedi. Donc ça va se passer au CIC à Alger. Tout à fait. Alors je tiens à préciser que c'est un événement un peu particulier cette année parce que nous sommes en fait associés, nous avons associé nos efforts et notre expérience avec d'autres confrères qui en fait lancent ce qu'on appelle la première édition des Journées dentaires d'Alger. C'est un événement qui en fait s'étale sur 3 jours, donc le 6, 7 et 8 décembre, et nous nous sommes associés avec ces organisateurs à organiser pour leur 3e journée notre congrès d'orthodontie. Donc rendez-vous pris le 8 décembre pour les orthodontistes au CIC d'Alger. Inch'Allah. Et une question un peu personnelle, vous comptez poursuivre à Abnimsous ou verser vers le privé? C'est une question qui est très récurrente et qu'on me pose très souvent. Je pense que lorsqu'on choisit de brasser une carrière universitaire, c'est bien par vocation et par passion. Donc pour l'instant, et je le dis, tant que j'ai encore beaucoup d'informations à transmettre à mes étudiants, que je salue au passage, je continuerai dans cette mission. Et puis le jour où je me sentirai un peu oppressé, un peu aigri par la vie, eh bien, écoutez, rien ne m'empêche de virer, de donner une autre direction à mon gouvernail. En tout cas, la chance de vos étudiants d'avoir un enseignant aussi jeune. Vous représentez si bien aussi la spécialité. Merci Reda d'avoir accepté pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, rendez-vous de l'invité de la matinale dimanche à 9h du matin. Amel, c'est à vous. Merci beaucoup Nejma, merci aussi à votre invité. Et puis on va continuer notre émission cette fois-ci, comme je vous l'ai annoncé en sommaire, nous allons parler donc histoire et nous allons parler aussi patrimoine. Donc tout de suite, je vous invite à plonger carrément dans ce domaine-là à travers le reportage d'Amel Bouakba qui nous fait découvrir le travail de ces archéologues qui ont fait une très belle découverte du côté de Sétif avec bien sûr Algérie aujourd'hui qui est décrétée le berceau de l'humanité. Regardez, on se retrouve juste après. Voici des outils en pierre taillée associés à des fossiles d'animaux portant des traces de découpe vieux de 2,4 millions d'années, façonnés par des mains humaines, découverts en Algérie dans le site archéologique d'Ain Bouchrit à Sétif. Une découverte majeure qui va changer les données scientifiques sur l'histoire de l'humanité, annoncée dans un article publié par la prestigieuse revue américaine Science. Restes archéologiques très anciens qui sont datés de deux niveaux archéologiques très anciens. L'un est daté de 2,4 millions d'années, l'autre 1,9 million d'années et qui montre la très haute antiquité du peuplement préhistorique en Algérie et aussi parmi les plus anciens dépôts archéologiques dans le monde. Un autre berceau de l'humanité en Afrique du Nord et en Algérie. Et je crois que ça va contribuer à un petit peu la fierté nationale. Un travail de longue haleine qui vient couronner 25 ans de travaux menés par le chercheur algérien Mohamed Sahnouni dans le cadre d'un projet de recherche international et multidisciplinaire. Une autre partie qui est en cours d'étude dans nos laboratoires ici au CNRPH pourrait être aussi montrée à tous ceux qui souhaitent le désir de les voir, donc dans leur contexte scientifique, c'est-à-dire dans les laboratoires, en train d'être étudiés, examinés par les chercheurs, et nous pourrons donc organiser des sessions spécialement pour cet exercice-là. La finalité de l'objet archéologique, c'est les musées. Donc, les objets qui ont été découverts dans le site de Ain Bouchrit, ils sont répartis dans 3 endroits. Le musée du Bardo, le musée de Sétif et une partie au centre de CNRPH. Désormais, Ain Bouchrit est le 2e site archéologique le plus ancien du monde après celui de Gona en Éthiopie, daté de 2,6 millions d'années. Voilà, et puis on va en parler tout de suite avec nos 2 invités. On a le plaisir de recevoir donc Monsieur Farid Kerbouche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes le directeur du CNRPH, Absolument. Centre national de recherche préhistorique et historique. Voilà, vous êtes avec nous, Monsieur Bellil aussi, Rachid Bellil. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Merci, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Chercheur, préhistorien, anthropologue, je voulais dire. Voilà, chercheur, vous avez sillonné toute l'Algérie pratiquement et surtout la région du Sud voilà. pour nous rapporter toujours des nouveautés,
de la recherche et surtout des indices très importants. Donc aujourd'hui, nous allons parler de classement avec vous. Mais on va parler aussi de préhistoire, puisqu'on vient de voir un très beau reportage qui nous fait dire qu'aujourd'hui, l'Algérie serait le berceau de l'humanité. Absolument, c'est tout à fait le cas. Donc, les recherches que nous avons menées au CNRPH, donc avec le professeur Sahnouni et son équipe pluridisciplinaire et internationale, donc a abouti à un résultat très important. C'est-à-dire, on a découvert des restes d'outils fabriqués par l'homme et des restes d'ossements d'une faune qui n'existe plus maintenant, qui a été consommée par ces hommes-là. Donc, c'est-à-dire des traces de boucherie, des traces de découpe, des traces de percussion pour extraire la moelle. Donc c'était voilà, donc ils sont datés avec des techniques modernes. Des ossements fossilisés. C'est des ossements fossilisés, absolument. 2,4 millions d'années, ils sont forcément fossiles, sinon ils seraient disparus. Exactement. Et donc l'intérêt de cette recherche, c'est d'avoir pu dater d'une manière précise avec plusieurs techniques, à la fois des techniques qu'on appelle de physique, basées sur la radioactivité, et des techniques naturalistes, basées sur ce qu'on appelle les environnements phoniques de l'époque, etc., qui sont bien calés chronologiquement dans l'histoire. Donc nous avons la preuve aujourd'hui que ces niveaux archéologiques sont datés de 2,4 millions d'années. Voilà. C'est vraiment précis, parce précis, absolument. Il y a eu une recherche qui a donné un chiffre, et après vous êtes revenu sur ce chiffre-là pour donner l'exactitude de cette datation. Donc c'est une datation qui a été obtenue avec plusieurs méthodes, pour être sûr justement de son exactitude. Et donc, elle est précise quand même à une très bonne résolution. C'est ça. Aujourd'hui, on a des outils dans le domaine de l'archéologie pour pouvoir justement affirmer une découverte. Absolument. Donc, il y a des outils précis qui sont basés sur des techniques de physique, de la radioactivité, qui sont très précises et fiables. Donc, c'est celles-là qui ont permis à nos chercheurs de publier dans la prestigieuse revue Science, ces résultats, qui ont été validés par des éminents chercheurs. Donc, cette date de 2,4 millions d'années, elle est quasiment contemporaine de celle la plus ancienne connue actuellement à Gona, en Éthiopie, qui est de 2,6 millions d'années. À 200 000 années près, on est quasiment sur les mêmes époques. Tout à fait. Donc, voilà, je vous laisse poser la question. C'est vrai que nous étions très, très contents lors de l'exposition de Lucie, qui était venue d'Éthiopie, ici en Algérie. Bon, on ne sait plus si c'était la copie ou c'était la copie. C'était la copie. C'était pour justement donner l'occasion à tout le monde de pouvoir venir voir ce qu'était un individu de l'époque. De l'époque, vraiment très, très ancienne. Très ancien. Il sapiens? Non, bien avant. Donc on est sur l'Homo sapiens, c'est l'homme moderne que nous sommes maintenant. Donc il a commencé à exister, maintenant on sait, depuis 300 000 ans, avec les découvertes au Maroc, il y a à peu près 100 000 ans ailleurs dans le monde. Non, ce sont des primates, des Homo erectus, habilis, etc. Donc il y a toute une évolution. Voilà, exactement. Là, ce sont les premiers hommes qui étaient vraiment debout, erectus. Voilà, qui était aussi capable de raisonner, de fabriquer les premiers outils, etc. Donc, et après, il y a eu la découverte de Littlefoot aussi. Voilà, absolument. Tout ça, c'est des jalons dans l'histoire de l'humanité. Et voilà, ce qui est intéressant dans cette découverte, c'est de dire que jusqu'à maintenant, il y avait ce qu'on appelle l'histoire de East Side Story, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité a commencé à l'est de l'Afrique. C'est ça, et maintenant, le berceau, c'est finalement l'Afrique, puisque ça reste toujours le berceau de l'humanité. Voilà, le berceau reste toujours l'Afrique. Mais maintenant, on a deux foyers d'émergence de l'homme. Donc c'est l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord, avec la découverte de Ain Bouchrit, justement. Ain Bouchrit à Sétif, du côté de Sétif. Alors comment s'est faite cette étude pour en arriver à cette découverte? Parce que c'est vrai que ces dernières années, on voit de nombreux chantiers archéologiques. Le plus important et celui qui a été le plus médiatisé, c'est celui de Saht Chouhada. Mais bon, il y en a un peu partout. Dernièrement, nous avons parlé du site de Zemouri aussi. Voilà. Et la grotte de Geldaman. J'étais là chez vous d'ailleurs il y a quelques temps pour en parler. En fait, comment se passent les fouilles? Donc, Sahat Chouhada, c'est une période plus récente. Donc, on est sur ce qu'on appelle les périodes historiques. C'est ça. Donc, il y a 2000 ans à peu près. Après, donc, avant l'écriture, avant l'histoire, donc on est dans la période préhistorique. Et la période préhistorique en Algérie, donc, elle est représentée par une diversité de sites qui démarre il y a 2,4 millions d'années, quasiment au début de l'humanité, avec ce site de Ain Bouchrit, et après Ain Hnesh, etc. Mais il y en a une série de sites comme ça, qui partent donc de ce début de l'humanité, jusqu'à la fin quasiment, où l'homme commence à être
producteur de sa subsistance, c'est-à-dire il devient pasteur, agriculteur. Ça a été le cas d'ailleurs des fouilles que je mène moi avec mon équipe dans la grotte de Gueldaman. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler ici sur ce plateau. Donc là on est quasiment à la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'homme est devenu, il n'était plus le chasseur-cueilleur qu'il était avant, pendant quasiment 2 millions d'années. Donc il est devenu un homme qui est capable de produire sa subsistance lui-même et avoir des préoccupations symboliques aussi, c'est-à-dire il ne s'occupait pas seulement de sa nourriture, de sa subsistance, mais il va au-delà, c'est-à-dire il va se poser des questions sur l'esthétique, sur la symbolique, donc certainement un tas de rituels. Et il va engranger des savoir-faire qui va nous amener maintenant vers notre patrimoine, bien sûr. Tout à fait, patrimoine. Voilà, donc on a une diversité de sites en Algérie, donc il y a plusieurs équipes qui sont en Algérie d'est en ouest, du nord au sud. Et le plus important, justement, c'est de ne pas se focaliser sur une période seulement, mais sur toutes ces époques-là, et sillonner l'Algérie de fond en comble pour avoir une lecture assez précise. Comment toutes ces cultures ont évolué, quel est le lien entre telle et telle culture. Et bien sûr, se baser sur la bibliographie, parce que ça, c'est très très important pour Absolument. pouvoir justement déceler encore une fois de nouveaux foyers de recherche, on va les appeler comme ça. Tout à fait. Donc se baser sur la bibliographie, c'est-à-dire sur les travaux qui ont été déjà faits avant. Il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits pendant plusieurs dizaines d'années, quelques dizaines d'années au moins. Il y a une des premières écoles de préhistoire qui est née à Alger, on l'appelle la fameuse école d'Alger, elle est née au CNRPH, qui s'appelait avant le CRAP, avait fait avancer énormément les recherches dans le domaine de la préhistoire. Et donc il y a une tradition déjà qui est assez ancienne. Il y avait de très belles expositions dans ce domaine-là. Pas seulement, on les avait vues. Il y avait eu des installations qui avaient été aussi préparées aussi au niveau du musée Bardot. Oui, absolument. Pour cette découverte, effectivement, il y a une partie du matériel archéologique qui est maintenant conservé au musée du Bardot. Donc les Algériens pourraient bientôt aller visiter le musée et voir tous ces objets-là, tous ces outils. Alors ce sont les outils qui ont été conservés parce qu'ils sont faits de matière non périssable, donc faits à base de roches. Donc ce sont généralement des galets aménagés, on les appelle aménagés parce qu'on les aménage pour faire un tranchant, parce que c'est le tranchant qui est intéressant pour justement dépecer, couper, exactement, découper, faire toutes les actions de boucherie. Et on a aussi des petits éclats, pareil, donc ce sont des éclats débités à partir de galets, qu'on appelle des nucléus. Ces éclats-là sont parfois retouchés pour avoir un tranchant justement très très solide, etc., qu'on peut réutiliser. Tous ces outils, je suppose qu'il y a d'autres outils qui ont été faits à base de matières périssables comme le bois, mais ceux-là, on n'en a plus la trace malheureusement, y compris dans les... ce sont donc ça se conserve outils, pas. Donc, périssables. Voilà, tout ce qui se conserve, ce sont tous les objets qui se minéralisent, c'est-à-dire de l'os qui devient minéralisé, donc ça devient quasiment une pierre, et les outils en lithique, c'est-à-dire qu'ils sont faits à base de roches. Voilà. Donc différents types de roches. Ce sont donc des découvertes qui ont fait plaisir à toute l'humanité, aux chercheurs notamment, surtout du monde entier, qui vont devoir venir visiter l'Algérie. Grâce à cela, ça sera aussi une manière de faire du tourisme culturel, encore une fois, et historique. Tout à fait. Pour découvrir tous ces anciens objets. Tout à fait. Il y a des exemples comme ça dans le monde, notamment en Espagne. Il y a des sites comme Atapuerca où il y a découvert des restes humains datés d'un million d'années. Oui. Récemment, en Égypte, il y a eu une très belle découverte aussi. Un peu partout dans le monde, maintenant, il y a des découvertes parce que les techniques en archéologie sont devenues plus précises, poussées, etc. Donc on verra dans les prochaines années beaucoup de découvertes un peu partout dans le monde. Et c'est vrai, quand on a un site important comme ça, qui est un jalon important pour l'histoire de l'humanité, ça attire forcément des touristes, des curieux. C'est vrai que c'est des chercheurs surtout, parce que les chercheurs s'intéressent justement, aujourd'hui, ils ont des problématiques régionales et même globales, c'est-à-dire ils veulent comprendre ces hommes préhistoriques, d'où ils sont issus, où est-ce qu'ils sont partis, comment ces technologies évoluent d'un point à un autre, etc., etc. Tout ça, justement, intéresse les chercheurs dans le monde entier. Donc il y a une demande d'ailleurs depuis plusieurs années pour que les préhistoriens, les archéologues et d'autres scientifiques viennent sur ce terrain algérien qui n'a pas encore totalement bien exploré. Oui. Donc il y a beaucoup de choses encore à découvrir, je suis persuadé. Il y a encore vos étudiants qui vont être ravis, je suppose qu'ils vont travailler sur cette thématique, ceux qui vont aussi préparer des mémoires autour donc, de cette découverte. Absolument. Qui seront les précurseurs eux aussi de cette découverte. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, de doctorants et d'étudiants en master qui travaillent sur ces sujets-là. Ils sont au CNRPH, ailleurs, à l'Institut d'archéologie.
Et ils sont à la pointe aujourd'hui de ce qui se fait dans ces disciplines. Donc on essaye vraiment de rivaliser avec les pays les plus avancés dans ce domaine. Et on a véritablement des scientifiques de très haut niveau. Donc nous sommes tout à fait capables aujourd'hui de gérer des sites, des fouilles, etc. Nous n'avons aucun souci pour le faire. Nous avons les moyens logistiques pour ça. À la limite, ce qui nous manque, ce sont les équipements assez lourds de physique pour faire les analyses physico-chimiques, pour faire des datations surtout. Une fois que vous ramenez les objets en laboratoire. Une fois que nous avons ramené les objets, une fois que nous avons fait des prélèvements, parce que le principe des datations en préhistoire, repose sur ce qu'on appelle le principe de continuité stratigraphique. C'est-à-dire on ne date pas objet par objet, mais on va dater tout un niveau archéologique. Et il y a le principe de continuité stratigraphique qui dit que tous les objets qui sont dans le même niveau archéologique, c'est-à-dire dans la même couche, ont le même âge. Voilà, donc on date ces niveaux-là. Il y a plusieurs techniques pour les dater. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les techniques les plus anciennes, ce sont des techniques naturalistes. Elles sont basées sur les restes de faune. C'est-à-dire, en fait, on sait que si on trouve telle faune, on est dans telle période. C'est le cas d'ailleurs des techniques d'analyse, de datation en géologie. Mais après, on a des techniques nouvelles qui sont basées sur la radioactivité, etc. Et qui vont notamment utiliser, par exemple, un grain de quartz. Un grain de quartz peut nous donner la date d'un niveau, parce que il y a tout un phénomène de physique, parce que le grain de quartz, dès qu'il cesse d'être exposé au soleil, il devient une sorte de chronomètre. Donc il va enregistrer c'est-à-dire l'âge de son enfouissement. Donc tout ça, ça donne des âges sur les niveaux. Des indications précises sur, bien sûr, la datation de certains objets. Est-ce que justement ce terrain a été protégé? Parce que je sais que quand il y a une fouille, vous relevez, après vous recouvrez en attendant, c'est cela? Absolument. En fait, une fouille archéologique, un des problèmes majeurs sur le plan opérationnel et logistique, c'est d'éviter, c'est sa protection. C'est vraiment fondamental parce que quand on met au jour un niveau archéologique, donc c'est très fragile. Il ne faut pas qu'il soit piétiné parce qu'il y a des objets qui sont fragiles, on peut les casser, il suffit de marcher sur ces objets-là. Alors quand on est par exemple dans des contextes de grottes, comme c'est le cas de la grotte de Gueldaman, donc la toute première action qui a été faite, c'est d'installer une grille pour que les gens ne puissent pas pénétrer comme ça sans qu'ils soient guidés par des archéologues. Mais quand on est sur des sites de plein air, comme c'est le cas de Ain Bouchret, la manière la plus efficace de protéger, c'est après les fouilles. Donc on met des bâches sur les sols qui ont été mis au jour. Et on dépose par-dessus des remblais qu'on va extraire la prochaine campagne pour retrouver les niveaux archéologiques et poursuivre les fouilles, etc. Donc c'est assez lourd comme logistique. C'est ça justement le travail de l'archéologue et bien sûr toute son équipe, parce qu'il n'est pas seul, l'archéologue, avec tous ces chercheurs qui sont sur place. Absolument. Vous faites appel à des anthropologues aussi? Ah oui, bien sûr. Il y a des anthropologues, on va dire l'anthropologie physique, donc les gens qui s'intéressent, les spécialistes qui s'intéressent au reste humain, ils vont les étudier pour voir comment ils ont été inhumés, pour retrouver les rites de funéraires de l'époque, parce que tout ça, c'est des composantes culturelles importantes de notre... Après, nous avons des anthropologues, on va dire anthropologie sociale, des spécialistes, des scientifiques qui s'intéressent à tous les rites actuels, etc., et des rituels passés qui sont documentés à travers les textes. Tout à fait. Voilà, on a donc d'éminents chercheurs au CNRPH aussi. Voilà, on va en parler tout de suite, justement. On va donner l'occasion à M. Belil de nous parler de son métier et surtout de nous parler d'un dossier qui est en urgence. Ce dossier est en urgence de classement, c'est cela. En sauvegarde d'urgence. En sauvegarde d'urgence, oui. Voilà. Et donc, M. Belil, vous êtes là pour nous parler justement de notre patrimoine immatériel et surtout cette intelligence de nos ancêtres qui ont su parfaitement préserver ce patrimoine de calcul, de partage d'eau dans le sud du pays, plus particulièrement dans la région du Touat. Du Touat, oui. Voilà. Donc l'élément qui vient d'être inscrit se porte sur les... En arabe, on dit « Kiyalin lma ». Hein, donc on peut traduire en français par mesureur d'eau ou bien égoadier. Hein, c'est un terme qui... Donc c'est une profession, hein, c'est un statut social dans la région du Touat particulièrement, donc qui vient d'être inscrit à la 13e session du patrimoine culturel immatériel à Port-Louis, c'est l'île Maurice. Hein, Et bon, ben écoutez, on est très heureux d'avoir inscrit ça, surtout que c'est un statut social et une profession
qui n'est pratiquement pas valorisé. Il y a eu beaucoup d'études sur le principe de la fogara. Oui. C'est un savoir-faire surtout qui s'est transmis de génération en génération, qui persiste aussi dans la région du Sud, et qui, je pense que c'est aussi un savoir-faire et d'une intelligence extraordinaire. Alors, c'est un savoir-faire sur le plan manuel, mais c'est aussi un savoir. Un savoir, un Parce calcul. qu'il y a un calcul de l'eau, un partage, donc il y a des unités de mesure de l'eau, et donc ce sont des spécialistes, ce sont eux qui... Alors, ils interviennent dans le processus, mais il y a d'autres intervenants, il y a les propriétaires de Fogara, les Mouadine Fogara, les comptables, parce que vous savez, les parts d'eau se vendent et s'achètent. Exactement. Ce qu'on appelle habba. Alors, le habba, c'est une unité. C'est une unité. Voilà. Habba, c'est l'unité de mesure de l'eau. Voilà. Et Partagé, ensuite, distribué. Alors, il y a les multiples de la habba et les comment dire, les dividendes de la habba. Donc, c'est un savoir, mais c'est un savoir empirique. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment été étudié. Il y a des études sur le partage de l'eau, notamment la très belle étude de Nadir Marouf, l'anthropologue algérien, qui était au CRASC d'Oran. Je crois qu'il est à la retraite maintenant, qui s'intitulait « L'espace oasien ». Donc il a fait une très belle étude dans les années 80 sur le toit et sur les mesures de l'eau, etc. Mais malheureusement, il ne s'est pas intéressé à ces personnes. À ces personnages. Voilà, ces personnages physiques qui étaient donc... qui sont les détenteurs du savoir. Donc il a travaillé avec eux, mais il n'a pas... Enfin bon. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que... Alors d'abord, il faut que ce soit du patrimoine immatériel, parce que la Fogara en elle-même, c'est du patrimoine matériel. Tout à fait. Donc pour le classer, il fallait passer par le côté immatériel. Donc c'est les savoirs et savoir-faire. Alors il y a eu un petit problème parce qu'il me semble que le comité qui a étudié le dossier n'a pas très bien compris. Ils nous ont demandé, ils nous ont posé une question, comment étudier le savoir, alors parce que pour eux les Fogara sont en voie de disparition. C'est pour ça qu'on a demandé... bien sûr, l'installation des conduites d'eau, des pivots, etc. Mais en fait, ça peut, comment dire, ça peut travailler de manière différente. Complémentaire. Et ce qu'on leur a dit, c'est que nous, on veut sauvegarder le savoir et le savoir-faire pour qu'il soit pérennisé dans le temps. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est faire des recherches, des études sur ce mode de calcul qui n'existe que dans le toit. Les Fogara, il y en a dans 18 ou 19 pays dans le monde, depuis la Chine jusqu'au Maghreb. Mais le calcul de l'eau sur le principe de la habba, vous savez, c'est-à-dire que l'eau circule toute la journée. Ça n'existe que dans le toit. C'est vraiment quelque chose qui appartient en propre au toit. Aller chercher de l'eau de la nappe et pouvoir la redistribuer dans les jardins de chaque particulier selon un partage équitable surtout. Équitable, oui. Et bien sûr avec bien sûr le notable qui aura donc la plus grosse part, c'est lui qui va pouvoir partager, bien entendu, avec une entente parfaite aussi au niveau donc des habitants et des autochtones. C'est pour ça que les Kiyanilma disent, nous on a un savoir technique, mais en même temps une responsabilité morale. Et il ne doit pas tricher. Tout à fait. Et c'est vraiment le principe de justice. Alors évidemment, ça repose beaucoup sur les principes religieux. Vous voyez ? Donc ça touche un petit peu à plusieurs domaines de la vie de la communauté. D'où la complexité, bien sûr, de ce classement et surtout l'étude qui a été faite par les chercheurs du CNRPH pour le montage de ce dossier et de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va voir en image tout ce que vous avez donc expliqué là et le voir en vrai avec, bien sûr, ce reportage qui a été réalisé par le CNRPH. On vous écoute à travers votre commentaire. On y va. Dans le sud-ouest du Sahara algérien se trouvent les oasis du Touat et du Tidikelt. C'est là que, depuis des siècles, des communautés humaines d'origines différentes se sont adaptées aux contraintes climatiques imposées par le désert.
الماء عنده قيمة كبيرة واصلة. ما كان الماء ما كان شاشي. جعلنا من الماء كل شيء حي، وهذه رحمة ربي، وما يعطيها للي يبغيه ويهديه عليها ويلحقها من الفقارة حاسي لا هنا تجري وتخلق لها الميزان وتخلق كل واحد بحقه. L'homme a alors cherché dans le sous-sol l'eau sans laquelle il n'est pas de vie et a réalisé les fogara. Les puits verticaux, espacés de quelques mètres, sont reliés sous terre par un canal horizontal qui draine les eaux pour aboutir à l'air libre. À ce moment, un canal recouvert de pierres emmène l'eau vers un premier peigne répartiteur appelé Qasri ou Meshta. Dans ce schéma, le peigne principal distribue les eaux de la Fogara en 6 ségias. Les parts d'eau des propriétaires ayant des jardins mitoyens sont canalisées dans des ségias communes. Il faut alors, à certains endroits, les séparer et refaire les calculs des différentes parts. Ces petits peignes donnent sur des ségias qui conduiront les eaux vers les jardins A, B et C, puis D, E et F. Autrefois, les bassins qui étaient en argile laissaient l'eau s'infiltrer dans le sol. هات شوف منصور قدور بن محمد بن حميدة كيال أدمر اسمي أعوذ بالله من قلت أنا عبد الرحمن بن محمد خافي قابا بالحاج عبد القادر كيال الماء بأولف بلدية سمقطن سكنة بلاد مولاي رشيد، وهي أمانة أمام الله وأمام المسلمين نؤديها على قدر استطاعتي وبمساعدة الناس اللي معايا الحساب وصاحب الجريدة. 30 كيلو يا جماعة الخير يا جماعة المسلمين، أراهي القصرية الفلانية نهار الفلاني باغي نكيلوها، اللي شاري ولا وارث ولا عنده رسم ولا باغي يبيع ولا باغي يحول نهار الفلاني رانا باغي نكيلو. L'unité de mesure de l'eau est appelée habba. Les sous-multiples de la habba sont la qirat, égale au 1/24e de habba, le dirham, égale au 1/96e de habba, et par conséquent à 1/4 de qirat, appelé aussi roba. La kharrouba, égale à 1/576e de habba, c'est-à-dire à 1/6e de qirat, appelé aussi soudous ou bien qirat al-qirat. هذه العبارة يقولوا لها العبارة ويقولوا لها الشقفة، هذه الكبيرة هذا القيراط فيها، وهذه الحبة وهذه تزيد ثلث على الحبة الأولى، وهذا أنفيف، هذه في بداية الفقارة هذه تخدم لأنها كبيرة، وبعدها تخدم هذه الوسطانية، وبعدها تخدم هذه السلسة. بسم الله. يجي معايا الحساب ويجي معايا صاحب الجريدة، وكاين وقات يجي معايا لا الحساب ولكن يجيب الرسوم نتوع الناس مكتوب كل واحد فلان 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 واش عند فلان، يقول لي يعطيه قيراط ها هو قيراط، يقول لي يعطيه ثلث ها هو ثلث، يقول لي يعطيه حبة هاي حبة. عين أبناء مولاي عمر سرحان 200 حبة. أي زين هذه 12 الحبة بدل 12 لفوق و8 لتحت وان كيف الأيمن 12 من فوق و10 من تحت و10 من تحت 12 لفوق و10 لتحت. خلاص أنا بغي نبدل. Voilà, c'est épatant, hein, tout ce calcul et ce savoir-faire ancestral. Vous le racontez bien dans le documentaire, et puis on va voir dans un moment une autre partie. Ce sont donc séquiel, ça a été classé, mais aujourd'hui on cherche à classer donc le savoir-faire donc de la Fogara plutôt. C'est cela?
Non, c'est pas la Fogara en elle-même. Hein. C'est les personnes, c'est les détenteurs de savoir et le savoir lui-même. Parce qu'il faut l'étudier. Là, on a les partages et tout, mais on ne comprend pas. C'est très difficile. On vous dit la habba, c'est la qirat, c'est 1/24e de la habba. Alors, d'où vient ce 1/24e? Il y a une hypothèse, c'est que c'est les 24 heures du jour. Oui. Vous voyez? Parce que dans tous les pays du monde, le principe, on cherche l'eau souterraine, et une fois qu'elle parvient à la surface, il y a les propriétaires, les gens qui ont des jardins, et le partage de l'eau se fait sur le mode de ce qu'on appelle la nouba, le tour. Donc vous avez, par exemple, 4 heures d'irrigation. On va orienter l'eau vers vos jardins pendant 4 heures. Une fois que les 4 heures sont terminées, on va passer au suivant, et lui, il a peut-être 2 heures, etc., etc. Mais votre tour pour l'irrigation, ça peut être une fois tous les 3 jours, une fois tous les 6 jours, une fois tous les 8 jours. C'est très précis. Tandis que là, l'eau circule, arrive dans vos jardins en continu 24 heures sur 24. Vous avez un bassin dans votre jardin. Et ce qu'on se pose comme question, c'est que comment se fait-il qu'il n'y ait pas de débordement, par exemple? Est-ce que la terre va constamment absorber? Non, c'est réparti. L'eau est stockée dans les jardins, dans les bassins, le majen. Et chaque jardin a son bassin. Et là, il y a un système de dérivatif d'un bassin à l'autre. C'est le jardinier qui fait le travail. C'est cela. Et après, la végétation est luxuriante dans l'oasis. Elle est extraordinaire. Ah oui, bien sûr. Les jardins, les abricots de la région sont excellents. D'ailleurs, les gens, la palmeraie, on l'appelle Jannah. Le Jannah, c'est le paradis. Ils ont des légumes et fruits magnifiques. Alors, vous me disiez, ça pourrait faire aussi l'objet de recherches préhistoriques. Ah oui, en fait, toutes les traditions... Parce qu'on ne sait pas réellement depuis quand ça date. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, toutes ces traditions, elles ont un lien direct avec l'agriculture. On sait que l'émergence de l'agriculture en Algérie, on a déjà la preuve sur le site de Gueldaman. Il y a plusieurs milliers d'années, il y a au moins 5000 ans, on a déjà commencé à cultiver, par exemple, des grains, des céréales, certaines légumineuses, etc. Et je suis même certain que c'est beaucoup plus vieux que ça, c'est-à-dire même le double, peut-être... vers 8000 ans, peut-être même plus. Et ces pratiques agricoles ancestrales, elles ont commencé un peu partout sur le territoire algérien, enfin nord-africain, notamment donc, dans les oasis où il y a un besoin de gérer cette ressource qui est assez rare, l'eau. On se demande comment, puisque finalement le désert qui était une zone où il y avait beaucoup d'eau et tout d'un coup ça s'est asséché, et donc comprendre comment est-ce que ce phénomène est arrivé chez nous. Alors on va continuer, Monsieur Belil, à voir avec vous également une autre partie de ce documentaire pour bien sûr l'appel d'urgence pour classer, bien sûr ces Fogara. Regardez. عمر سرحان 200 حبه. اي زين هذه 12 حبه. بدل 12 لفوق و8 لتحت وامشي في اليمن. 12 من فوق و10 من تحت. و10 من تحت. 12 لفوق و10 لتحت. خلاص. انا بغي نبدل. تعلمت هنا في البلاد. اللي كان لبو الله يرحمه ولا كاني خلاني صغير. واللي تعلمت هنايا كان شي بلامين الحاج احمد بلامين صيار الله يرحمه عاش 90 سنه ولا شي الى عائلتي الى 2000 وشي باش مات. هو اللي توليت انا وياه. نهار اللي توليت هذه المسؤوليه مشيت له مباشره لانه هو الوحيد الله يجزاه خير الناجم بوشنا في زاويه حينون. قلت له اعطيني حاجه اللي نمشي بها. مركه لي عطينا هاي عندي في الدار. قال لي هو كيفاش يجيك القيراط والقيراط من القيراط. قال لي الحبه باينه والحبه نتاع التزريق باينه. قلت له يا الشيخ من الناس ولوني هذا الامر. قال لي ريحت حسب لي الحبه حسب لي الثلث حسب لي القراريط. قلت له هو كيفاش؟ قال لي بارك الله فيك الصرف هذا هو ومشي راك مسرح منظر. تقابل الحبه ايه
مقابل الحبة، وفي بوجها وفي تسابيت في بوجها يقولوا الحبة ويقولوا الماجن، وفي تسابيت يقولوا العود ماشي. وكاين في جهة السالي يقولوا الخرقة وماشي هكا. احنا نتحدث عن توزيع الماء، عن توزيع ماء الفقارة، وأريد أن أقول بأنه توزيع يعني تتفرد به هذه المنطقة دون كل العالم، لأن هناك 27 دولة من دول العالم يمتلكون نظام السقي بالفقارة، ولكن هناك دولة واحدة تمتلك هذا التوزيع اللي هو يقوم على 24 يعني على قاعدة 24، أي 24 قيراط في الحبة، والقيراط فيه 24 قيراط من القيراط. سي عبد الرحمن، واش هو الخلاف بين الكيل بالنوبة كما هنو منطق والكيل هذيك بالحبة؟ الخلاف بيناتهم بالنوبة هذيك ما تدخل فيهاش الآلة. هذيك كانوا زمان كان الناس اللي فاتوا كانوا يقسموا الماء على 24، ولكن كانوا حافظين المنازل نتاع النجوم. كل منزلة كل ساعة يعرفوا المنزلة وين تكون، يأذنوا، يخلق الآذان. منين يخلق الآذان هذاك مول الماء يرد الماء. Les anciens font toujours leurs calculs à même le sable. 23 حبة وقيراط اللتلج. On utilise une tablette d'argile pour inscrire les parts de chacun. 1 2 3 4 و2 من قيراط لقيراط. Le mesureur d'eau était rémunéré le plus souvent en nature, céréales et dattes, rarement en part d'eau dans les fogaras. دوكا كاملة هاد القصور راني نمشي لهم، كاين اللي نمشي نبا في العام، كانوا عامين ما نكيل كاع والكامل سمعت ما حتى لا كان بقى شويه. دوكا هو كيما هاد القصري هذاك شوفوا راه خاسر، وانا قالني مالي ما بقاو يكيلوه، يقول لك علاه ماشي نكيلو انا. احنا كبرنا الحقاً وماذا بينا ناس تعلم، لان هذا العلم هذا بغى يقدر بس الناس راهي ماذا بها باش هذا الشيء يقدر ولا يحتوي، احنا منا لاحينه لان كبرنا به واللي كبرت به ما تكبر عليه. وهذه الأمانة هذه 4 ولا 5 اللي راهي دايرة به، مش راهي حاطح فيهم بومبا تشديهم، هذا كل واحد راهي ولا يبلغ للثاني خليه يكبر في بلاصتو. احنا في هذه المرحلة التاريخية نطلبوا من المنظمة العالمية اليونسكو أن تعمل على تصنيفه ضمن التراث العالمي، وعندما نبلغ هذا المستوى من التصنيف العالمي الذي نصبو إليه في القريب العاجل، نتمنى على الدولة الجزائرية أن كذلك أن تهتم بهذا العلم وتدرسه للأجيال القادمة. وشكرا. Voilà, du Chelali, comme vous me disiez, donc un très beau chant donc, du sud algérien. Et Bouzid Ould Hossein a fait un film sur le Chelali. Oui. Et sur les Fogara aussi. Hein, tout à fait. D'ailleurs, on allait passer son documentaire et ensuite on aurait pu l'avoir aussi sur notre plateau. On le salue. On le salue très fort. C'est aussi lui qui travaille énormément sur notre patrimoine. Absolument. Alors, on parlait donc de cette intelligence et surtout de l'appel de ce monsieur qui fait partie de l'association de sauvegarde des Fogara. Oui. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que pour l'UNESCO, la Convention sur le patrimoine culturel immatériel de 2003, il y a un principe de base. C'est que l'inscription des éléments du patrimoine culturel immatériel doit se faire normalement sur la demande des communautés. C'est ça. C'est-à-dire les détenteurs de savoir, ce sont eux qui en principe doivent participer à l'élaboration de la demande. C'est ce qu'on a fait avec eux. Vous voyez, ils sont tous exprimés. Ils sont très impliqués aujourd'hui. Ils sont impliqués, voilà. Et ils sont conscients de l'importance de ce calcul, de ce patrimoine, exactement, de ce savoir-faire typique de la région. D'autant plus que c'est une inscription sur la liste de sauvegarde d'urgence. Donc on a un plan de sauvegarde que nous avons élaboré au centre, qui va sur 5 ans, et il va falloir le mettre en œuvre avec la collaboration
des communautés locales, des détenteurs de savoir, des propriétaires de Fogara, etc. Donc on lance un appel aux autorités nationales et locales, régionales et locales, pour participer, pour aider, pour contribuer à la mise en œuvre du projet qui s'appuie sur les détenteurs de savoir. Voilà, c'est très important. Très et ça important. fait longtemps que vous y travaillez vous-même, puisque ça fait longtemps que vous travaillez sur les Fogara, par exemple. Vous êtes tout le temps dans le sud du pays. Mais pour ce dossier, ça fait depuis 2015 que vous y travaillez pour le montage du dossier. Pour le montage du dossier. C'est cela. Oui, pour le montage Avec, du bien dossier. sûr, les locaux qui travaillent également avec vous. Ils ont bien apprécié le fait d'avoir donc fait le reportage, les avoir interviewés. Bien sûr, ils ont participé, vous voyez. On était avec eux, on a passé une dizaine Avec le réalisateur. de jours avec le réalisateur, Dahman Ouzid. Alors, il ne faut pas oublier aussi de mentionner l'office du parc culturel du Touat Gourara Tidikelt. D'accord, qui vous ont aidé. Qui sont sur place à Adrar. Et le directeur est un ami, c'est un ancien du CNRPH. Et donc, il a participé notamment sur le plan matériel, mais aussi... Vous savez, le parc culturel, ils ont des agents de protection du patrimoine dans les Ksours. Oui. Et donc, ils connaissent tout le monde. Exactement. Ça Et donc, facilite, bien ça sûr, facilite, le travail et surtout de pouvoir se déplacer, de questionner. Et c'est très urgent. Vous le disiez d'ailleurs, on l'a vu dans le reportage, il y a certaines Fogara qui sont abandonnées. Donc, il ne faudrait surtout pas les laisser comme ça abandonnés. Alors, il y a les Fogara il y en a qui commencent à être abandonnés, mais il y a aussi le fait que, ça c'est une remarque de terrain, le plus jeune des Kienilma, il a à peu près 55 ans. Donc là, ça pose vraiment un problème. Et on nous dit, enfin les détenteurs de savoir nous disent que les jeunes ne sont plus intéressés par l'apprentissage. Parce que vous savez, ça prend des années. L'apprenti doit suivre le maître quand il travaille, quand il refait les peines répartiteurs, etc. Et ça peut prendre 5, 6, 10 ans pour apprendre le métier. Oui. Et donc nous, le projet de sauvegarde, on veut mettre en relation directe les détenteurs de savoir et tous les gens qui sont intéressés par ce savoir. La reprise, bien sûr, de ce savoir. Alors, on a vu même la petite tablette d'argile. Vous me disiez que finalement, le façonnage de l'argile remonterait à la préhistoire également. Absolument. Donc, on pourrait dater finalement l'origine de la Fogara. En fait, donc l'origine du modelage de l'argile est très ancien. Donc, nous avons des preuves en Algérie, donc notamment sur le site d'Afalou. Bourmel, on a des figurines faites à base d'argile qui datent environ 15-20 000 ans, à peu près, 15 000 ans c'est sûr, 20 000 ans à côté d'un site à côté qui s'appelle Tamarhat. Et donc le modelage de l'argile qui est très ancien, et parmi les plus anciens au monde encore une fois, et qui va aboutir plus tard, donc, durant les périodes néolithiques où l'homme commence à être agriculteur et pasteur, à fabriquer des récipients, donc pour conserver des denrées alimentaires, des liquides, etc. Alors, il y a une technique encore en physique maintenant qui permet de dater les poteries, mais celles qui ont été cuites, par ce qu'on appelle la méthode de thermoluminescence. Donc, on arrive à dater, mais les tablettes qu'on vient de voir, maintenant, c'est de la terre séchée au soleil. Séchée, elle n'est pas cuite. Voilà, donc, on ne peut pas, mais je suis certain qu'il y a moyen de dater. Peut-être une mesure un jour. Parce qu'il y a une telle panoplie de méthodes de datation maintenant, que je suis quasiment certain qu'on pourra dater, parce que notamment par exemple la méthode de datation par carbone 14, le charbon, qui se base sur des restes de végétaux ou des restes animaux carbonisés par exemple, c'est possible. Par exemple une Fogara, si on arrive à faire des fouilles autour d'une Fogara et on trouve un foyer dans lequel il y a des restes de charbon, donc ces charbons-là sont contemporains de la période de fabrication de cette Fogara, il est possible éventuellement de dater. Là, on a quand même on a lu beaucoup sur ce principe des Fogara, qui n'est pas encore une fois propre à l'Algérie. Et c'est vraiment historique, ça ne remonte pas à la préhistoire. Pourquoi ? Parce que le principe de la Fogara lui-même, il résulte d'anciens modes d'appropriation de l'eau. Vous voyez, alors auparavant, dans une période plus reculée, il y avait, c'était plus humide.
Donc il y avait des sources d'eau, hein, des sources. Et il y avait des petits oueds qui coulaient. Hein. Et donc, ça, c'est les périodes anciennes. Quand on voit la roche, comment est-ce qu'elle est façonnée, comment est-ce que ça se voit que l'eau est passée par là. Voilà. Et donc, mais c'est le résultat de l'observation sur des siècles. Hein. L'homme qui vit dans le désert, il a une connaissance, encore une fois, empirique. Elle n'est pas scientifique, mais elle est empirique. Il sait que ça ruisselle, qu'il y a des sources, et que donc, dans le sous-sol, il y a de l'eau. Donc il faut y accéder. Mais le principe des fogaras, d'après les recherches qui ont été menées, ça serait quand même plus ou moins historique. Non pas. Sachant que de toute façon, la recherche continue. Oui, la pratique agricole, si on c'est néolithique, c'est néolithique. Notamment au niveau du croissant fertile, oui, etc. bien sûr, la Mésopotamie. Des milliers d'années, on n'est pas sur des centaines d'années. Oui, c'est le néolithique. Donc, quand on dit donc, les textes, etc., donc ça, rien que ça, déjà, on est circonscrit dans le temps. Donc les textes, ils commencent au mieux, il y a 2000 ans, les textes latins, etc. Mais si on veut vraiment explorer d'un point de vue archéologique tous ces ouvrages d'art, etc. Je pense qu'on pourrait être surpris quand même de l'ancienneté. C'est toute une équipe qui va devoir travailler sur dossier. En tout cas, nos chercheurs sont là pour nous donner toutes ces solutions et surtout ces résultats scientifiques. On n'a pas parlé de l'aspect festif aussi de cette Fogara, parce qu'avant d'arriver au peigne, etc., il y a le creuser avec une foule et qui chante en chœur aussi. Ah oui, ça c'est la Twiza. Ça c'est la Twiza, c'est quand on refait. Vous savez, la Fogara, il faut la curer chaque année. Parce qu'il y a du sable qui tombe, il y a des éboulements. Et donc, c'est un travail très pénible, très difficile. Et donc, il y a ce qu'on appelle la Twiza, c'est-à-dire que les gens viennent pour participer au travail. Et ils sont très nombreux, tous les villages. Ils sont nombreux, puis ça se fait avec de la musique, avec le tambour, chants, les chants, etc. Et oui, il y a un côté festif, il y a un côté festif. Quand on refait les ségias aussi. Exactement. Parce que c'est un travail d'entretien. D'où l'importance, bien sûr, de ce classement, parce que c'est vraiment, ça appartient à notre patrimoine immatériel, comme bon nombre aussi de dossiers qui ont été classés au patrimoine mondial, Sidi Chir, la Chedda de Tlemcen, la costume traditionnelle. Le Mouloud Nabawi de Zawed Sil Haj Belqasem, le Limzad, la Sembiba, etc., etc. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été nos invités ce matin. Ça a été passionnant de parler donc, du classement donc, de notre patrimoine et surtout de parler de cette belle découverte. Aujourd'hui, l'Algérie est donc le berceau de l'humanité. On aura beaucoup de visiteurs, pourquoi pas, pour venir découvrir cela et aussi les Fogaras du Touet. Merci à vous deux d'être venus. On va rendre hommage aussi à une chercheure et archéologue qui nous a quittés cette année, Hamida Bahamid, plutôt Habiba Bahamid, qui était donc directrice du parc culturel de Tindouf, qui faisait un travail énorme dans la région et qui était donc consacré complètement à son travail. On lui rend hommage. On va voir un reportage signé Rahim Abdelaziz qui lui rend hommage à travers ce reportage. Oui, c'est vrai. La région de Tindouf et ses vastes espaces sahariens fascinent par leur beauté où se mêlent Hmeda et dunes de sable. D'apparence désolée, cette même région abrite pourtant un riche et varié patrimoine archéologique de portée universelle. La wilaya de Tindouf, classée parc culturel, recèle un patrimoine qui remonte au temps préhistorique. On a un matériel lithique qui est représenté essentiellement par les galets aménagés qui sont datés par les préhistoriens à 2 millions d'années, et plus exactement à 2,5 millions d'années. Donc on a un matériel qui démontre l'existence d'un homme au temps les plus lointains que l'on peut imaginer. Donc le premier homme qui a peuplé cette région, bien sûr il y avait un climat plus humide, plus favorable, donc il y avait une végétation luxuriante et une grande faune qui ont permis l'installation de l'homme dans cette région, bien que située dans le fond du Sahara algérien, mais qui recèle. Donc on a trouvé des pièces qui témoignent de cette existence de l'homme depuis des millions d'années.
Donc les premières civilisations, c'est la civilisation des galets aménagés. Et on a trouvé la deuxième civilisation qui remonte à 100 millions d'années, c'est la civilisation des Bifas et des Ashro. Donc l'homme, il a perfectionné son outil pour être plus favorable à son métier, enfin son mode de vie qui était basé sur la chasse essentiellement, la chasse de la grande faune. J'ai dit qu'il y avait un climat plus humide, contrairement au climat actuel qui est aride, et marqué par une pluie rare et même il y a peu de pluie. Mais il y avait un climat quand même favorable à l'installation de l'homme qui a perfectionné son outil, donc tiré de la pierre. C'est pour ça, c'est le paléolithique. On est toujours dans le paléolithique inférieur et puis supérieur, où il a fabriqué deux outils. Un, c'est le bifas pour chasser la grande faune, et l'autre, c'est le hachuro qui lui permet donc d'enlever la peau des animaux et aussi couper la viande. Il mangeait aussi la viande crue jusqu'à la découverte du feu, qui revient à 1 million d'années, donc lors de paléolithique supérieur, c'est-à-dire la civilisation du Bifas et des Ashro. La troisième civilisation, c'est la civilisation attérienne, dite attérienne, c'est en correspondance à Bel Atel. Les premiers outils ont été trouvés à Bel Atel. Cette civilisation, elle est typiquement nord-africaine. La spécificité de cette civilisation, c'est que les outils étaient composés. Donc l'homme préhistorique, il a taillé l'outil de telle sorte qu'il a un pédoncule qui lui permet de l'attacher à un bâton pour faciliter la chasse et aussi couper la viande des animaux. Et après, on a la civilisation du néolithique, l'Asr al-Hajar al-Hadith, où il y a une évolution. Donc l'homme n'est plus chasseur et prédateur, et sa vie était basée sur la cueillette des plantes sauvages et des fruits sauvages, mais il a commencé, c'est l'ère de la production, donc attesté par un matériel lithique très important, notamment les pointes de flèche. Le néolithique, donc on a dit qu'il y a une variété, une panoplie de matériel lithique, essentiellement les pointes de flèche qui permettaient à l'homme préhistorique de cette phase qui est toujours clémente dans ce Sahara de l'ouest algérien, donc de chasser les animaux sauvages à distance. Il a aussi fabriqué un matériel de minerai composé essentiellement de meules et molettes, donc ce qui atteste d'une agriculture préliminaire. Donc il faisait l'agriculture essentiellement de céréales, et c'est ce matériel, la meule et la molette, lui permettait de moudre les graines, que ce soit sauvage et aussi celles produites par l'agriculture rudimentaire. Il aussi pratiquait l'élevage. Ceci il est attesté par les gravures rupestres, puisqu'on voit l'art pariétal. Il nous a donné une rétrospective sur cette vie, ce climat humide. Donc on a des éléphants, des girafes, des autruches, qui témoignent de cette humidité du climat, et on a des bovidés. Donc cela reflète que l'homme pratiquer l'élevage de bovidés. Ce qui dit bovidés, ça reflète une végétation luxuriante, contrairement à la végétation xéri qui existe actuellement, qui est dominante, notamment les acacias qui sont dominants, donc ils sont adaptés à la sécheresse, à l'aridité du climat actuel. Mais dans le néolithique, il y avait un climat plus favorable à l'homme. Voilà, un hommage en tout cas à cet archéologue et surtout chercheur du parc culturel de Tindouf, Habiba Bahamid. C'était donc un reportage signé Rahmi Abdelaziz avec la voix de Khalida Hannad. Eh bien, on va parler cinéma avec nos invités, 9e édition du Festival du film d'Alger. Aujourd'hui, nous allons parler documentaire avec nos deux invités. Alors, Ali Fatahiyadi, bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous. Ravi d'être avec vous. Un enfant de la télé, réalisateur de films documentaires. On a eu plusieurs fois l'occasion de vous recevoir pour présenter vos films documentaires. Et un ami de l'Algérie et un invité de l'Algérie aujourd'hui, Monsieur André Gazu, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc photographe, réalisateur, et vous avez toujours été au plus près de l'Algérie, quand l'Algérie en avait besoin. Oui. J'ai commencé comme être un reporter photographe, oui. J'ai été caméraman, je suis devenu réalisateur et même producteur, mais pour moi c'est la même chose, ça me permet
de témoigner des réalités et essayer de les analyser. Exactement. Alors si vous êtes là aujourd'hui, justement, on va commencer par vous. C'est pour présenter votre film documentaire et surtout donner l'occasion à la jeune génération de débattre et de savoir ce qui s'est passé durant la colonisation française. Vous étiez au premier rang, bien sûr. Vous avez été appelé parachutiste. Vous étiez appelé aussi comme infirmier et vous avez déserté l'armée française pour rappeler les faits et surtout dénoncer les faits et la torture surtout. Oui. En fait, moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai découvert dans le journal où je travaillais, un mensuel, des photos de torture qui n'ont pas été publiées. C'est ça. Et là, c'était des appelés qui torturaient. Moi, je me suis dit, d'ici quelques années, je serai appelé, je ne ferai pas cette guerre. Je ne veux pas être le nazi des Algériens. Je suis contre la colonisation. C'est ça. Et en parlant de nazi, vous savez ce que c'est, puisque votre père a été donc tué dans les prisons allemandes. Et alors, j'ai déserté. Et plus tard, en 2000, quand la mémoire sur la guerre d'Algérie est réapparue en France grâce à Madame Florence Boger-du-Monde, j'ai entrepris des projections en France d'un film que j'avais fait en 1974 sur le général de Bollardière, le seul général qui soit opposé à la torture de Massu, qui a démissionné de l'armée, qui est devenu pacifiste. Et alors, donc, j'ai travaillé sur un film pacification en Algérie, le sale boulot, le terme veut tout dire, et la politique du mensonge. Exactement. Dans la première partie, il s'agit de poser la question où finit la soumission à l'autorité et où commence la responsabilité individuelle. C'est le thème général. C'est très dur à penser pour un jeune appelé qui vient dans un conflit. C'est vrai que c'est une guerre. On est appelé, les appelés étaient donc, on leur demandait de venir en Algérie pour reconstruire l'Algérie, construire l'Algérie et faire donc du bon boulot, comme on disait, en gros. En fait, c'était l'Empire français qui voulait subsister. Et les Français ne connaissaient pas l'Algérie. Et ils arrivaient là, pauvres troufions, et il y avait l'action psychologique qui mettait... D'ailleurs, dans la première partie, j'utilise des extraits d'action psychologique qui sont absolument incroyables. Et dans la deuxième partie, la deuxième heure, c'est la politique du mensonge. Et là, c'est d'essayer d'analyser la responsabilité morale et politique du pouvoir, des militaires, des ecclésiastiques. Parce qu'il y a, il me semble, une responsabilité des élites, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, et la passivité des autorités de Pétain, pour ne pas dire la complicité. Voilà. Donc c'est ces deux parties, et je serais heureux d'en discuter avec des téléspectateurs et des jeunes. Puisque votre film va être projeté donc, à 10h, il y aura cette conférence débat où vous donnerez donc la parole aussi aux jeunes. Vous allez donc répondre à certaines questions autour donc de la torture ici en Algérie comme arme de guerre. La torture, c'est humilier celui qui l'a subi, mais c'est aussi une arme pour effrayer les populations. Mais en fait, les populations se retournent contre le pouvoir qui a ordonné les tortures. Et puis les camps de regroupement, il ne faut pas oublier le nombre d'Algériens qui ont été dans des camps de regroupement pendant la période coloniale. Et d'ailleurs, on retrouve le même phénomène en Angola portugaise, où c'était le même principe. Et c'était les mêmes théoriciens, et même les théoriciens français, qui nourrissaient l'armée portugaise. Les camps de regroupement, les disparitions et surtout les exilés qui étaient aussi nombreux. L'armée française a fait énormément, donc a fait subir au peuple algérien le viol, la destruction et la torture et bien sûr les tueries, sans oublier donc d'affreuses tueries. Alors vous êtes là pour dénoncer à travers votre objectif, puisqu'il y a eu donc beaucoup de documentaires que vous avez réalisés sur différents fronts, pas qu'en Algérie.
Oh, écoutez, je me suis rendu compte que j'ai tellement été marqué par ce problème de la violence et de la responsabilité des pouvoirs, que après, naturellement, j'ai travaillé sur la décolonisation portugaise en Angola, que j'ai travaillé contre les dictatures latino-américaines, au Chili, etc. Donc, je veux dire, sans que je le veuille, les sujets venaient à moi parce que c'était des sujets d'indignation et de témoignage, voilà. Exactement. Il y a aussi le film Choisir à 20 ans. Ça aussi, c'est un autre documentaire de Willy Herman qui raconte comment est-ce que les Français ont déserté. Ils ont déserté l'armée française, ont dû s'exiler eux-mêmes en Suisse, par exemple, parce qu'ils étaient contre le pouvoir de l'époque. Et c'est à l'exemple de ces intellectuels et ces Français aussi, tout simples, qui ont choisi de rallier les rangs de la guerre de libération nationale. Et alors, c'était extraordinaire. Parmi les réfractaires, donc insoumis et déserteurs, je crois que ça a été comme dans la résistance française. Il y avait ceux qui croyaient au ciel, comme les catholiques de gauche, ceux qui n'y croyaient pas, comme les trotskistes ou les communistes en rupture, les anarchistes, les non-violents, mais tous avaient le respect pour le peuple algérien et croyait à la nécessité de son indépendance. C'est cela, exactement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Votre film va être donc projeté en 2 parties. Donc aujourd'hui à partir de 10h, d'ailleurs on va vous laisser repartir dans un moment, à 10h au niveau donc, du Centre France Fanon de Riyad El Fath. Et puis bien sûr, il y aura un débat avec aussi les personnes qui seront présentes. On va continuer à parler donc documentaire. Vous êtes membre du jury aussi, mais je le rappelle. Je vais vous quitter parce que je veux être à l'heure. Voilà, on va vous laisser repartir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Allez-y, doucement. On va se tourner vers aussi notre ami Ali Fatah Hayadi. C'est dommage que vous n'assistiez pas au débat de ce film documentaire. Encore une fois, Enrico Mattei et la révolution algérienne. Ça, c'est les conséquences aussi. Comprendre un petit peu mieux pourquoi la France tenait tant à l'Algérie. Tenait tant aussi ce que avait l'Algérie comme ressources très, très importantes, dans le sud notamment. Sur ce point, sur ce point-là, effectivement, et c'est là où entre en action, je dirais, Enrico Mattei. Enrico Mattei était un capitaine d'industrie italien, de gauche, puisqu'on a parlé de gauche et de droite, de gauche, anti-fasciste, qui a combattu pour son pays, contre le nazisme et le fascisme. À la Libération, on a chargé Enrico Mattei de dissoudre une société pétrolière qui s'appelait la GIP. Non seulement il ne la dissout pas, mais il crée l'ENI. L'ENI qui est devenue une très grosse société. Voilà. L'équivalent de son attraque chez nous. Voilà. Il en devient le président. Il en devient le président, effectivement. Et des ingénieurs de la GIP, d'abord, ont vu qu'il y avait du gaz. Du gaz, du pétrole, pas en grande quantité, mais beaucoup de gaz. Et c'est ça, avec la création de l'ENI, qu'a commencé Enrico Mattei. Mais Enrico Mattei avait une politique très intéressante pour les gens qui ont du pétrole, l'Iran, l'Égypte. Et donc, il agissait avec... il était bien, disons, avec les producteurs. Quand il exploitait, il donnait 75% et il n'en gardait que 25%. Alors que les autres sociétés américaines, et notamment les 7 sœurs, qui vont devenir l'ennemi, Mattei devient l'ennemi numéro 1 et l'homme à abattre parce que ça ne les arrangeait pas. Exactement. Alors on ne va pas parler que de Enrico Mattei, mais plutôt de cette rencontre qui s'est faite de manière fortuite, peut-être grâce au mauvais temps.
que donc, les chefs donc, de la révolution algérienne ont pu rencontrer Enrico Mattei et ont pu lui exposer donc, les enjeux donc, de la guerre de libération ici en Algérie, et pour avoir le soutien de cet homme politique, mais pas que. Tout à fait, tout à fait. Donc cela s'est passé en Chine. Il y avait une délégation algérienne composée de M. Ben Khadda, qui était à l'époque non pas le président du GPRA, mais le ministre des Affaires sociales. Il y avait aussi Dahleb, Saad Dahleb. Et en même temps, pour d'autres raisons sûrement, Enrico Mattei était en Chine, à Pékin. Sur le retour, ils se sont retrouvés ensemble dans le même avion, Tupolev, qui partait vers Moscou. Mais cet avion-là a fait escale à Omsk, en Sibérie, pour faire le plein de kérosène. À cause du mauvais temps, oui. Ils n'ont pas pu repartir. Moins 52 degrés. Oui, oui. Et ils étaient là en attente. Et comme on raconte de Saad Dahleb qu'il était un gars plaisant, qu'il rigolait et tout, il a fait connaissance avec Enrico Mattei. Il a pu entamer la conversation. Oui, avec. Exposé. Mais il ne savait pas qui c'était. Oui. Et donc, il lui a expliqué, il l'a présenté à ses compagnons, etc. Il a parlé de la guerre d'Algérie, de la révolution algérienne. Et Enrico Mattei s'est intéressé. Et ils se sont revus. Voilà, ils se sont revus. Et après cela, c'est Boussouf lui-même, patron du MALG de l'époque, qui a pris en main la suite. Voilà. Et voilà comment que... Exposer clairement les enjeux, bien sûr, de la France à l'époque, qui n'avait que donc, de regard sur nos ressources tout fossiles. À fait. Et les Français ont vu que ce monsieur-là allait gêner. On va aller très vite. Oui. Mais il faut dire que grâce à Enrico Mattei, les Algériens, je veux dire les révolutionnaires, se baladaient, excusez-moi le terme, librement en Italie. Voilà, et le premier ambassadeur algérien a été aussi installé en Italie, grâce à lui. Voilà. C'est ça. Et puis c'était donc Boulharouf. Et Boulharouf a fait on a essayé d'attenter à sa vie. C'est le ministre de l'Intérieur italien qui lui a remis de main à main un pistolet pour se défendre, se protéger. On va voir un extrait de votre documentaire. Alors, c'est un documentaire qui va être projeté aujourd'hui à partir donc, de 17h au niveau... Donc, on va voir, voilà. Dans l'affiche, on va voir l'affiche, n'est-ce pas? On va voir là, c'est un extrait. Un extrait, oui. Un documentaire qui revient sur les faits. Un documentaire qui vous a pris quand même quelques temps pour y travailler, parce que ça n'a pas été facile aussi de retrouver toutes les personnes et interviewer certaines personnes qui étaient de l'époque, bien sûr. Regardons, voilà, un extrait. Voilà, c'est un extrait où on envoie M. Ben Khadda, et juste après, ça sera Saad Dahleb, et la délégation qui était Mahmoud Cherif, qui était lui le patron de l'armement, ainsi que Saad Dahleb. Voilà. Et ça lui a valu, bien sûr, à l'Italie, bien sûr, de pouvoir faire un choix politique entre la France, qui voulait négocier avec lui, mais il avait donc affirmé sa position face à l'Algérie. C'était très fort quand même comme prise de position. Absolument. Au niveau mondial. Et puis à cette époque, l'Italie était considérée comme vaincue. Oui. Il faut dire qu'elle était alliée à Hitler, Mussolini, fasciste et tout. Et donc, il était très intéressant de voir cette situation-là, parce que les Français étaient forts. Oui. C'est une force, bien sûr. L'armée française. Absolument. Oui. Mais il y avait Enrico Mattei, et surtout, il faut rendre hommage aussi à de la Pira, qui était maire de Florence. Et figurez-vous que c'est lui qui a dit à Mattei: vois avec les Algériens, il y a le pétrole là-bas. Oui. Et demain, ce sera eux
qui vont diriger, et c'est eux, avec eux que tu vas traiter. Il a choisi de négocier avec les Algériens plutôt que de négocier avec les Français. Absolument, et il l'a dit, il y a ce passage-là dans le film, où j'ai pris un passage du film de Francesco Rosi, L'affaire Mattei, joué par un maître de l'acteur et le comédien célèbre, Gianna Maria Volonté, qui jouait le rôle de Mattei. Et malheureusement, il avait contre lui il avait beaucoup d'ennemis. Et cette sœur d'un côté, les Français de l'autre, et même au sein même de la société, du gouvernement italien, bien qu'il était il avait beaucoup d'amis, et il avait beaucoup d'ennemis. Il avait même influencé aussi les Italiens à travers la presse également. Il avait réussi aussi à porter le combat algérien sur le sol italien. Et bien entendu, ensuite, il y a eu une belle amitié. Alors, on va voir le documentaire tout à l'heure à partir de 17h au niveau de la salle Ibn Zaidoun. L'intégralité de ce documentaire. Merci beaucoup, monsieur Ayadi, d'être venu. Je t'en prie, Amel, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau. Pareillement, on aurait bien pu en parler pendant, en tout cas, des heures. En tout cas, grâce à vous, le documentaire va être vu intégralement cet après-midi à 17h. Voilà, à la salle Ibn Zaidoun. Merci beaucoup, monsieur Ayadi. Merci à vous. Voilà, à très bientôt. Eh bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie et que bien sûr les thématiques ont été donc bien appréciées. On se donne rendez-vous demain à partir de 8h dans Bonjour d'Algérie. Merci à toute l'équipe et bonne journée.